Merci d'être avec nous sur les antennes de la télévision Burkina Info. Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, bonsoir et bienvenue à ce nouveau rendez-vous de votre émission Le Grand Déballage qui reçoit ce jour Do Pascal Sessouma. Il est passé du journalisme à la politique. Il était candidat lors de la dernière présidentielle en 2020 au Burkina Faso. Do Pascal Sessouma, bonsoir. Bonsoir Ismaël Traogo. Comment vous allez, Do Pascal Sessouma? Très bien. Vous allez très bien malgré tout ce qui arrive au Burkina Faso? Je suis même très heureux. Parce que ce qui arrive au Burkina actuellement, là, c'est une chance pour le Burkina Faso. En quoi c'est une chance? Mais il y a le paradigme est en train d'être changé totalement. Oui. Vous savez, quand il y a eu le coup d'État contre Roch, on a installé quelqu'un au pouvoir en pensant qu'il allait pouvoir vraiment être l'espoir pour sauver le pays. Mais en 8 mois, ce monsieur a déçu presque tout le monde, pratiquement. Et les mêmes causes produisant toujours les mêmes effets, ce qui devait arriver arriva. Est-ce que vous avez été surpris? Parce qu'on se rappelle qu'en mai 2022, vous avez fait une conférence de presse au cours de laquelle vous avez dit que Damiba voulait attribuer la note de 4 sur 10. Et j'avais même précisé. Oui. Parce que 4 là, c'est parce que c'est par politesse, par respect. Il était le président, donc je ne pouvais pas descendre plus bas que ça. Mais en réalité, il ne méritait même pas autre chose. Parce que, voyez-vous là, monsieur Ismaël Drogo, quand on dirige un pays, il faut avoir à l'esprit qu'on ne dirige pas pour son clan, pour toute une nation. Et les objectifs pour lesquels vous avez pris le pouvoir là, il faut avoir ça à l'esprit en permanence. Mais moi, déjà, j'ai été déçu de la manière dont les choses se sont déroulées. C'est pas comme ça. Non, moi, je ne suis pas militaire, mais il me semble que quand on a pris le pouvoir, on doit avoir une feuille de route. La feuille de route a été tracée, mais pourquoi il s'en est écarté? Déjà, le fait qu'il ait nommé une ALT favorable déjà moitié, enfin, il avait déjà le suffrage absolu en cas de cas, il y avait déjà un doute de se pérenniser au pouvoir après la transition. Et il suffisait que l'ALT prenne une loi pour dire nous autorisons le président de la transition à se présenter et ça passait comme une lettre à la poste. On a l'impression que selon vous, Damiba ne dirigeait plus le temps de la transition, il pensait déjà à l'après-transition. Préparer l'après-transition. Oui. Après, à peu près. Et c'est ça qui est dommage. Un militaire qui faisait de la politique et de faire la guerre finalement. C'est ça qu'on a constaté. C'est ça qu'on a constaté. Et si au moins il s'était intéressé aux soldats sur le terrain, oui. Mais là aussi, il a fait encore du sectarisme. Il a créé la zizanie entre les forces spéciales, les forces Cobra et puis les autres. Non, je pense qu'il faut être juste, équitable avec les hommes sur le terrain. Vous n'avez pas été surpris par les événements qui ont fait chuter Damiba? J'ai été surpris par la tournure des événements. Pas par les événements, mais par la tournure. Voyez-vous, le jeune capitaine Ibrahim Traoré, personne ne le connaissait. Et c'est ça qui se passe dans les pays en guerre. Les hommes qui sont sur le terrain, on ne les connaît jamais. C'est eux qui souffrent, c'est eux qui sont avec les soldats, c'est eux qui sont avec les populations, c'est eux qui ont le tempo du pays. Mais nous, on est là, on voit ceux qui sont dans les bureaux, dans l'administration en fait, mais ils ne sont pas au courant de la réalité. Le jeune capitaine là, je crois qu'avec lui là, on va savoir très vite où on s'en va. Très vite. Il n'a pas le choix lui. Et j'ai dit à des gens, ce monsieur-là est une chance pour nous. Ce n'est pas seulement à la jeunesse de le soutenir, hein. C'est à nous tous de le soutenir. Est-ce que vous avez l'impression qu'on fuit les débats qui nous rattrapent tout le temps au Burkina Faso? Et c'est ça qui se passe toujours dans ces pays-là. On n'ose pas affronter les difficultés. Il faut les affronter pour les résoudre. Avant de revenir sur le cas Ibrahim Traoré, je voudrais qu'on fasse une escale sur le cas Paul-Henri Sandaogo Damiba. Oui. 8 mois de pouvoir qui a été vendangé, on a envie de le dire ainsi. Comment vous expliquez cette situation-là? Par le phagocytage de la classe politique. Vous savez, quand vous arrivez au pouvoir, il y a des hommes politiques qui savent qu'eux, ils ne pourront jamais avoir accès aux privilèges de l'État. Mais s'il y a un président qui est là et qui peut les aider à avoir ces privilèges-là, ils vont s'engouffrer dans la brèche. C'est ça qui s'est passé. Et avec les flatteries, et puis les louanges, oui, non, on gère, les mots on gère là. C'est ça qui a mis tous les problèmes dans ce pays-là. On va vous aider. Mais comment? Vous voyez ce qui s'est passé quand il est parti à New York là? On parle de quoi? De 90 membres là, le Premier ministre, président du Faso, pour des missions. Mais attendez là, c'est quelle affaire ça? Pendant ce temps, comme le disait le capitaine Ibrahim Traoré, il y a des gens qui cherchent même les feuilles mais pour manger en brousse. Moi je pense ça a été une grosse erreur de sa part. part. Très grave erreur. Oui. Oui. Il a agi en homme politique au lieu d'agir en homme militaire responsable, soucieux des intérêts supérieurs
de son peuple qui souffre dans les campagnes sous les attaques djihadistes. On a vu que des jeunes étaient dans les rues le 30 septembre 2022. Oui, cette mobilisation populaire, en fait. Oui. Il faut comprendre quelque chose, monsieur Ismaël Ouedraogo, c'est que les jeunes sont désabusés de la politique. Ils sont déçus de la classe politique. Ça fait, la plupart même n'ont pas voté en 2020. La plupart se disent à quoi ça sert. Ça ne sert à rien. On a eu l'impression que les jeunes attendaient juste une petite opportunité pour chasser Damiba du pouvoir, en fait. Non, c'est parce qu'en fait, c'est une opportunité jumelée à une situation. Parce que les jeunes, comme je l'ai dit, ils sont désabusés. Et pour une fois, ils se reconnaissent dans le jeune capitaine Ibrahim Traoré. Il y a l'élément confiance qui est là. Ils ont confiance. Parce qu'ils ont été tellement déçus qu'ils se disent qu'avec lui, là, on a confiance, on est prêt à avoir le préjugé favorable. Quand on écoute les premiers mots qui ont été prononcés, rappelez-vous, aventure politique malheureuse, réconciliation au forceps, et puis il y a un certain nombre de choses qui ont été dites. Est-ce que vous êtes reconnu dans les mots qui ont été prononcés pour justifier le coup d'État contre l'autre? Quand j'ai vu Blaise débarquer ici au nom de la réconciliation nationale, avec l'absence de Roch, l'absence de Kafando et l'absence de Zida, je me suis dit, Blaise n'est pas venu pour la réconciliation. Il est venu pour autre chose. Ah oui. Ah oui, oui. Monsieur Ouedraogo, comment peut-on venir pour quelque chose sans prononcer un seul mot par rapport à cette chose-là? Il y a une erreur, il y a une maldonne. Il n'est pas venu pour ça. Il est venu pour autre chose. Ça nous rattrape aujourd'hui. La vérité commence à sortir. Voyez-vous, il faut que les gens comprennent. Les jeunes dont vous parliez là, monsieur Ouedraogo, il faut que les gens comprennent. Il ne faut pas mettre la pression sur le jeune capitaine là. Vous avez vu que depuis qu'il a pris le pouvoir, il y a déjà des attaques sporadiques par-ci, par-là. Ils vont le tester. Les touristes vont le tester, là. C'est clair, là. Il faut que nous sachions cela, que nous ayons ça à l'esprit. Il faut que nous apprenions aussi à être tolérants, à être un peu patients. Ce n'est pas du jour au lendemain que ça va s'arrêter. Les jeunes qui sont sortis le soutenir, là, il ne faut pas lui retirer votre soutien, là, parce qu'il y a eu... Non! Ils vont le tester. Il ne faut pas sortir parce qu'il y a eu ça. Pas sommeil. Il faut donner un peu de temps au temps. Vous avez parlé tout à l'heure des laudateurs d'Amiba. Est-ce que le capitaine Traoré ne va pas tomber dans le même piège? Rappelez-vous, à l'ALT, on avait même des députés gros bras qui frappaient des gens pour défendre le pouvoir d'Amiba. Oui, et tout ça. Déjà même que le jeune capitaine se cherche avec les coups de téléphone, hein, paraît-il. Il ne sait pas à quel sens se vouer. Tout le monde veut se positionner. Mais en se positionnant, en critiquant d'autres. Hélas. Mais il a besoin de tout le monde autour de lui, toute personne qui peut apporter des idées pour l'aider dans sa gouvernance et à mettre fin à la crise sécuritaire. Mais comment s'en sortir avec des OSC qui vont passer tout le temps à chanter vos louanges? Il y en a même qui avaient dit, rappelez-vous, que Damiba était un envoyé de Dieu. Oui, bien sûr. Et ce sont ces mêmes-là qui se sont levés maintenant à applaudir l'arrivée d'Ibrahim Traoré au pouvoir. Donc vous voyez un peu comment la classe politique et les sociétés civiles sont versatiles en fait, en fonction de leurs intérêts. Moi je crois que Traoré, il a suivi les événements avec la chute. Il a retenu la leçon, je crois. Je crois qu'il a bien retenu. Et lui, l'avantage qu'il a, il n'est ni politique, ni lié d'aucune manière à l'ancien régime Blaise Compaoré. Il a 34 ans, il n'a jamais appartenu au RSP, il ne connaît pas, donc il est neuf, il est clair, il est clean, comme on dit en anglais. Il peut se détacher de toutes ces contingences-là pour gouverner. Donc une erreur de sa part serait de vouloir restaurer un autre ordre ancien, comme eux-mêmes ils l'ont dénoncé. Il ne faut même pas y penser. Oui. S'il fait ça, il va avoir la jeunesse encore sur le dos. Parce que cette jeunesse va se sentir trahie. Comprenez? C'est pour ça qu'on parle, les jeunes parlent de la vieille classe, la vieille classe politique. Je suis d'accord avec eux. La vieille classe politique. Je ne parle pas de la nouvelle classe politique. Moi, je me reconnais dans la nouvelle classe politique. J'ai 65 ans, mais ça fait 3 ans que je suis en politique. 65 ans, vous n'êtes pas aussi quand même si jeune que ça, quand même. Si, mais c'est pas, je dis, je ne suis pas de la vieille classe politique. Je suis de la nouvelle classe politique. Et ça, la fraîcheur des idées, ça n'a pas d'âge. C'est ça la différence. Alors, si on continue dans le débat avec vous, Ibrahim Traoré a organisé des assises nationales. Oui. Vous n'y étiez pas. Qu'est-ce qui s'est passé finalement? Il s'est passé un clash. Un clash? Un clash entre l'ex-chef de file de l'opposition, Éric Ombiogo, et moi-même, le jour de la désignation des participants de l'ex-FOP pour les assises nationales. D'abord, moi, je me suis étonné que la réunion pour la désignation se tienne dans son bureau privé. Son bureau privé? Privé. Okay. Mais vous êtes parti quand même? Je suis parti. Je dis, mais vous n'étiez pas obligé d'y aller? Mais je suis parti pour comprendre pourquoi c'est ici. Oui.
J'arrive avant qu'il n'ouvre la session. D'abord, il est venu avec 30 minutes de retard. Pendant que les autres étaient, les présidents étaient là. Mais 30 minutes de retard pour une réunion aussi importante, ça montre à quel point, à mon avis, à quel niveau il nous mettait déjà, quoi. Il arrive, avant qu'il ne commence, j'ai demandé, monsieur le président, est-ce que vous me permettez que je pose une question de procédure avant de la réunion? J'ai dit, je ne comprends pas pourquoi la réunion se tient ici, dans votre bureau privé, alors qu'on aurait pu louer une salle dans un hôtel de la place, ou bien, il n'en fallait pas plus pour qu'il s'enflamme contre moi, avec des mots tellement durs que je n'ose pas les prononcer ici. Ah oui, absolument. Devant témoins, au moins 15-16 personnes. Vous avez été ridiculisé dans son bureau. Mais infantilisé. Je lui ai dit, monsieur le président, je ne suis pas votre employé. Je quitte cette réunion. Dégagez! Exactement ces mots ont été prononcés. Écoutez, là, quand on est chef de parti, je pense qu'il faut apprendre à contrôler ses nerfs aussi, quoi. Je n'ai fait qu'une poser qu'une question. Il dit qu'on en a parlé au cours d'une réunion. On avait une plateforme d'information sur le groupe WhatsApp. Ça n'est jamais sorti sur la plateforme. Moi, je voyage beaucoup, M. Ouédraogo. Je suis au Burkina, mais je vais souvent au Canada. Mais ça s'est passé. Écoutez, quand ce n'est pas un syndicat de partis politiques, là, le coup d'État a mis tous les partis politiques au même niveau. Il n'y a pas un parti qui est plus important que l'autre. Il y en a qui vont parler de représentativité, quand on regarde les poids politiques, entre autres. Ouais, où est son récépissé à lui? Jusqu'au jour où on se parle là. Vous savez, moi je suis en règle vis-à-vis de l'administration. Où est son récépissé? Ah, pourquoi est-ce que le Matede hésite à lui délivrer son récépissé? Parce que dans son propre parti même là, il n'y a pas de consensus sur sa personne. C'est lui qui a me réprimandé comme si j'étais son enfant ou bien son employé. Et les autres ont dit quoi finalement? Qu'est-ce qui s'est passé pour la suite? Le pire là-dedans, oui. Monsieur Ouédraogo, vraiment, que nous sommes lâches nous les Burkinabés. Le pire là-dedans, les chefs, parmi les chefs qui étaient là, présidents de parti là, beaucoup m'avaient appelé pour me demander si j'allais venir à la réunion parce que, comme ils connaissent mes positions par rapport à ce genre de questions, que d'abord, pourquoi la réunion se tient chez lui, qu'on a parlé fatigué, on veut pas. J'ai dit, ok. Certains même ont fait le déplacement depuis l'extérieur de Ouagadougou pour venir parce que moi, j'allais venir à la réunion. Vous étiez environ combien de responsables de partis ce jour? Au moins une vingtaine, enfin, à peu près 15, 14, 15, quelque chose comme ça. Mais personne n'a levé le petit doigt. Personne. Vous avez été dessus du comportement des uns et des autres. On s'était mis d'accord pour que ce point-là fasse partie de l'ordre du jour. Et c'était quoi le point de cette question justement-là? C'était le fait, pourquoi d'abord c'est chez lui on tient la réunion et comment on va désigner les représentants aux assises nationales. Parce qu'au fond là, et c'est là que j'ai compris plus tard que, semble-t-il, que les gens savaient que si moi j'étais là, dans la réunion, jusqu'à la fin, il aurait été difficile de m'écarter. Ben, ils se sont dit, ben, si on veut avoir une chance d'y aller, il est peut-être bon qu'on fasse tout pour enlever M. Sessouma de la liste. Mais avec le comportement que j'ai eu, ben, ça a été l'occasion toute belle trouvée pour... Et vous avez claqué la porte? Absolument. Vous n'êtes pas resté une minute de plus après avoir dit ça? Oh, non, non, non. Moi, je suis quelqu'un de méthodique. Non, non, non. J'ai mes principes. Je suis d'accord pour écouter, je suis d'accord pour des compromis, mais pas pour la compromission. C'est pas possible. Et Edi Komboero vous a appelé après... Pas du tout. Pas du tout. Vous ne l'avez pas rappelé non plus. Mais non, surtout pas ça, monsieur. Non, non, non. Il faut être conséquent avec soi-même, quoi. Entre vous, c'est fini définitivement? Je ne sais pas. Il ne faut jamais dire jamais. Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr qu'avec ce qui s'est passé, ça va être un peu compliqué, la relation entre nous deux. Ça va être un peu compliqué. Mais comme tout est possible en politique, on verra la suite. Mais on a l'impression que vous, les acteurs politiques, vous constituez même un problème pour ce pays-là. Est-ce que ce n'est pas tous ces problèmes-là qui font que le Burkina ne s'en sort pas aujourd'hui? C'est pourquoi je parle de la vieille classe politique et de la nouvelle classe politique. Donc vous mettez Edi Komboero dans la vieille classe politique? Moi, je mets les partis politiques là, qui ont dirigé ce pays-là dans la vieille classe politique. Voilà. Vision Burkina est nouveau, même pas 3 ans. Le prochain congrès, là, c'est en 2023. Il n'y a pas de problème pour nous. Nous apprenons des erreurs des autres. Mais j'ai l'impression qu'il y en a qui s'accrochent à leur passé. Moi, là, le mérite que j'ai, là, moi, je n'ai pas bâti mon parti sur les centres d'un autre parti. J'ai créé un parti nouveau avec une idéologie nouvelle, avec une vision nouvelle pour ce pays. Il y a des gens qui surfent sur des partis bâtis par d'autres. Ça qui amène des problèmes. Ils ont beau édulcorer ça à droite, à gauche, social-démocratie, et ainsi de suite. Là. C'est les mêmes acteurs. Est-ce qu'à partir de cette désignation à laquelle vous n'avez pas pris part, vous êtes rendu compte que ça n'allait pas être utile qu'on réunisse tout le monde finalement au niveau des assises nationales?
nous sommes en train, quand je dis nous, avec d'autres personnes enfin, qui ont des idées par rapport à ça, nous allons engager une démarche au niveau du MATDS pour demander à ce qu'on change radicalement le mode de désignation pour les rencontres à venir. Parce qu'au fond, là, l'ex-majorité n'existe plus. Le CFOP n'existe plus. Il y a l'ONA aussi qui a été créé. Là, le problème même, il est là, parce que l'ONA n'est reconnu nulle part dans aucun texte du Burkina Faso. Et pourtant, l'ONA était représenté à ces assises. L'ONA a été mis en selle sous le régime d'Amiba, comme autres partis. Et même des partis ont été créés comme les partis après le coup de... Mais attendez là, les deux institutions qui existent, c'est la majorité et l'opposition représentée par le CFOP. Mais attendez là, l'ONA a créé l'ONA parce qu'il n'était pas d'accord avec certains... Ok. Moi-même, j'ai eu à critiquer le professeur Souma Abdoulaye parce que, bon, c'est plus ensemble qu'on est plus fort, tout ça. Oui. C'est là que je réalise finalement pourquoi les gens ne veulent pas travailler avec certaines personnes dans certaines composantes. Donc, il y a des problèmes de personnes au niveau de la classe politique. Je crois politique. aussi. Il y a une question d'ego. Il y a des gens qui croient que forcément, si vous venez chez eux, c'est eux les patrons. Vous acceptez d'être soumis à eux. Moi, je suis un insoumis. Je suis un insoumis, M. Ouédraogo. Donc, par conséquent, les idées que je peux apporter, je ne suis pas obligé de passer par vous pour les soumettre à qui. Et à vous entendre, même le CFOP était sur le point d'éclater. Ben, écoutez, il y a déjà sous moi, écoutez, je peux donner des noms. Ablassé Ouédraogo n'en fait plus partie. Taïrou Bari n'en fait plus partie. Je pense qu'il y a d'autres qui sont là, ils sont sur le papier, mais ils ne se viennent jamais aux réunions. Moi, je suis resté, malgré les appels d'autres composantes pour les régions, j'ai dit non, moi, je suis un légaliste aussi. C'est vrai, je suis ce que je suis, mais je respecte les légalités. Donc, je suis resté, mais avec ce qui se passe... Un problème de gestion, un problème de management... Tout cela mélangé, M. Ouédraogo. C'est tout ça en même temps. Il n'y avait pas de transparence dans la gestion du CFOP? Ça, je n'ai jamais mis mon nez dans les affaires financières, là. Je n'ai jamais rien demandé à quelqu'un. Mais je ne sais pas. Je n'en sais rien. Je ne sais pas. Alors, les blocs politiques pour vous n'existent plus? Ils sont dissous. Mais pourquoi on est réparti encore vers CFOP, ex-majorité et autres? Je pense que le MATDS a agi un peu par automatisme. Quand il y a une réunion qui est convoquée, ils n'ont pas d'autre référence que ce qui existe déjà. Les contacts qu'ils ont, c'est les contacts qu'ils ont l'habitude d'appeler pour les réunions. Alors qu'ils ont les contacts de tous les partis politiques. Oui, monsieur Sessouma, imaginez qu'on veut que tous les partis politiques participent aux assises là. Attendez. Ça n'allait même pas, la salle de conférence de Ouagadémie n'allait pas pouvoir contenir. Il y a 202 partis politiques représentés du Maroc au Burkina Faso. Mais 210 quand même. Oui, allez-y. Le premier tri, c'est d'abord les 202 partis du Maroc reconnus. Deuxième tri, là, ça peut être la prise en compte de tous les partis ayant participé aux élections 2020. On est déjà à quoi? À 96. Vous voyez qu'on a deviné, il y a 300 places, il y avait 300 représentants. Les provinces, les machins. Vous voyez qu'on fait le nombre. C'est pas énorme ça. C'est un tri naturel ça. Parce qu'il y a des partis qui sont venus aller aux assises là, ils n'étaient même pas aux élections. Mais attendez là. Et un parti comme Vision Burkina, qui était aux élections, qui a eu le courage de présenter un candidat. Qui a eu combien de... Là n'est pas le Non, si, ça compte beaucoup. Vous avez eu combien d'électeurs? Monsieur Ouédraogo, non, soyons je ne réalistes. réponds pas à cette question. Je vous réponds. Non, mais c'est réaliste. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à... Moi, j'ai plus de respect pour un monsieur qu'on appelle Claude Aimé Tassambedo, qui a été candidat à la présidentielle, oui. Qu'un parti qui se dit fort, qui n'a même pas eu le courage de se présenter aux élections présidentielles. Attendez là. Quelle est votre offre politique au Burkina Faso? Est-ce qu'être candidat à la présidentielle pour une figuration vaut mieux que celui qui n'a pas été? C'est pas de la figuration. Non, non. C'est pas de la figuration. L'offre politique là suppose que vous avez pensé quelque chose. Un programme de gouvernement et un projet de société. C'est ça. La présidentielle, ça sert à ça. Ça donne l'occasion de montrer ça au peuple burkinabé. Mais c'est du travail de pensée là, de conception. Combien de partis ont fait ça? Et c'est eux qui vont s'asseoir là-bas pour parler de l'avenir de la nation? C'est pas possible. Je ne dis pas qu'il faut tous les écarter. Je dis qu'il ne fallait jamais écarter des partis qui étaient aux élections législatives présidentielles. Au vu de la représentation des partis qui y étaient, est-ce que finalement les assises ont été biaisées selon vous? Bon, écoutez, on a obtenu un résultat qu'on voulait. C'est le plus important. Le reste là. Mais qu'est-ce qui prouve que ces mêmes partis-là ne vont pas ourdir dans le noir afin de pouvoir se faire représenter, que ce soit dans les institutions, l'Assemblée législative de transition, le gouvernement, entre autres? C'est ce que je dis.
le jeune capitaine Ibrahim Traoré doit prendre leçon sur les erreurs de son prédécesseur. S'il se laisse coopter par les intérêts claniques, politiciens et mafieux dans des milieux d'affaires là, bon, ça à lui de gérer ce pays-là maintenant. Vous avez l'impression que les partis politiques sont capables de le prendre en otage? Je ne sais pas. Je crois qu'eux-mêmes, ils se méfient de lui. Je crois. Parce que, comme je le dis, c'est un monsieur que personne ne connaît. On n'a pas eu le temps de le manipuler. On ne sait pas qui il est. Ça prend, le rang d'observation, ça peut prendre du temps. Hein, avant que quelqu'un n'ose. Ouais, attention. Parce que c'est un jeune capitaine. Hein, et c'est un monsieur qui a le courage aussi de ses actes. Il faut faire attention. On a l'impression que vous l'aimez, vous faites que chanter ses louanges, vous ne le connaissez pas, mais vous ne connaissez pas quelqu'un. Je reconnais que j'ai un préjugé favorable, M. Ouédraogo. J'ai le droit quand même. Tout comme des gens avaient dit que Damba était envoyé par Dieu. J'ai le droit aussi d'avoir une préférence, moi. Je l'ai réclamé, une alternance au niveau même de la tête de l'État en fonction de la composante ethno-géographique du Burkina Faso. Mais je le voulais pour des élections, moi. Mais Dieu a envoyé ça par un coup d'État. Pourquoi est-ce que je vais m'en plaindre? Donc vous êtes en train de dire que lui aussi c'est Dieu qui l'a envoyé? Non. Non. Ça commence comme ça, généralement. On commence comme ça, après finalement, on ne sait jamais. Peut-être qu'après cette émission, il va vous appeler et ça va être une bonne affaire. Attendez, je vais vous dire une chose. Moi, je suis un croyant. Il n'y a rien qui nous arrive, il n'y a rien qu'on obtient sans la volonté de Dieu. C'est Dieu qui lui a donné le pouvoir. Et moi, là, pourquoi devrais-je m'en plaindre, moi? Pas du tout, c'est ça que je suis en train de vous dire. Mais donc c'est Dieu aussi qui avait donné le pouvoir d'Amiba, mais vous êtes plein de Damiba. Mais Damiba, là, quand Dieu vous donne, là, il vous demande de bien gérer. Donc lui, il a mal géré le pouvoir. Moi, c'est ce que c'est la raison, il a donné 4 sur 10. Lui, là, je ne l'ai pas encore vu à l'œuvre, lui. Il vient de prendre, il n'a même pas encore prêté serment. Et quelles sont les grosses erreurs qu'il faut qu'il évite pour ne pas tomber dans le piège de ce qu'a vécu Damiba au Burkina Faso? Moi, je crois, il ne doit pas se couper de ces hommes sur le terrain. Il doit être sur le terrain et à Ouaga? Non, mais il y a une manière de garder le contact. Mais la preuve, là, lui-même, d'après ce que l'on sait, il est venu pour rencontrer Damiba qu'il n'a même pas reçu, semble-t-il. Ah, mais ça, c'est une rupture inacceptable, ça. Je ne pense pas qu'il lui a commis la même erreur. Je ne pense pas. Et lui, là, ce que lui, il a vu des populations qui souffrent sur le terrain, Damiba n'a pas vu ça. Donc, lui, il sait. Ah, Damiba aussi disait qu'il était un homme de terrain comme lui au début. C'est ce qu'il disait. Monsieur Drago, beaucoup de gens disent parfois des choses, il faut aller vérifier après. Je ne sais pas. Mais de toute façon, vous voyez que finalement, ça chute là. À part les forces spéciales qui ont, semble-t-il, fait un peu de résistance, qui l'a défendu? Qui? Ben, pratiquement personne. Ça veut dire que beaucoup de gens étaient déçus de sa gouvernance. C'est ça que ça veut dire. Et quelque part, bon, moi, je ne dis pas que j'en suis heureux, mais je dis que... Est-ce que ce sont ces sorties ratées et autres là aussi qui ont dû précipiter les choses? Mais c'est lui-même qui a autorisé le coup. C'est lui qui se sent fort à qu'il le fasse. On ne dit pas ça quand on est un homme d'État. Quand on est chef d'État, on ne dit pas ça. En fait, il a lancé un défi aux autres. Et comme je vous l'ai dit dès le début, s'il se trouve que ce n'est pas lui-même qui a organisé la chute de Rock, c'est quelqu'un d'autre, tu es en train de dire à l'autre, celui qui t'a installé là, ben, écoute, si tu es fort, là, viens me renverser encore, on va voir. Mais ça a été fait. Il a autorisé, c'est fini. Terminé. Alors, les acteurs politiques ont été associés aux assises nationales. Est-ce qu'ils ne vont pas réclamer qu'ils soient représentés à l'Assemblée et éventuellement au gouvernement? Je vois une liste circuler sur le net que tant de postes... Elle n'a pas été authentifiée. On a tous vu la liste. Elle n'a pas été authentifiée. Je ne pense pas que ça s'est passé comme ça. Non, non, non. Je pense que aussi bien... Dans ce Burkina Faso-là, il y a des compétences avérées, certaines même. Vous voulez qu'on évite les partis politiques carrément? Non, non, non. Non. Parce que les gens parlent de gouvernance inclusive pour éventuellement éviter les crises sociales. On peut demander, par exemple, des CV de différents partis politiques. C'est sur la base du CV qu'il y aura un premier tri. Mais si ça se fait, les gens vont toujours repartir vers leur parti pour demander des avis et conseils éventuellement. Oui. Ça pourrait plomber la gouvernance du pays. Ça dépend de comment c'est fait. Parce qu'au fond, vous prenez un grand parti comme le MPP, qui est tombé, qui a des compétences, comme le CDP, encore de quel CDP s'agit-il? CDP, apparemment, apparemment, la crise au CDP vous plaît, vous. Hein? Non, non, non. Ah, c'est leur problème. Moi, je n'ai jamais appartenu au CDP. Et c'est ça qui m'a validé de n'avoir jamais été nommé DG de la RTB. On me l'a dit directement.
Ah oui. Ah ben oui. Qui vous l'a dit? Ah non, c'est un ministre. Quel ministre? Je ne vous le dirai pas. Ah oui, vous devez le dire. Non, parce que c'est trop parce facile. qu'il n'existe plus, il n'est plus là. Donc pourquoi vous allez pas pouvoir Donc il est décédé. C'est pas la peine, voilà, il ne va pas vérifier. Donc paix à son âme, on voilà. évolue, ok. Et c'est le même ministre qui m'avait demandé si j'étais d'accord, au lieu de quitter la RTP, créer mon agent de communication. Lui, il n'est pas prêt à me couvrir pour que je reste salaire de l'État avec mon agent de communication. J'ai refusé. Il dit, d'autres le font. Comme la personne n'est plus pour dire, pour attester ce que vous dites. Mais il y a des témoins vivants. Voilà. Ok, donc évoluons. Voilà. Revenons donc sur ce que vous étiez en train de dire tout à l'heure, sur la liste qui circule éventuellement, sur les partis politiques. Vous avez dit, on peut prendre donc les CV des partis et nommer éventuellement des gens. La grosse inquiétude, s'ils sont nommés, sachant qu'ils appartiennent à des partis politiques, ça pourrait avoir des effets néfastes sur leur gouvernance au niveau des ministères. La nomination d'un individu à un poste dépend de la lettre de mission assignée à cet individu-là. Il y a une lettre de mission qui est là pour le poste assigné. Donc, vous savez ce qu'il faut faire. C'est ça qui fait la différence. Si pour prendre une décision, vous allez vous retourner voir... Non, quand vous êtes nommé là, vous n'allez plus redevoir à votre parti. Mais les gens vont vouloir positionner des militants. Les nominations n'ont pas fini. Rappelez-vous, sous Damiba, on a beaucoup nommé. On sait pertinemment que le nouveau gouvernement qui va venir, les gens vont vouloir nommer des collaborateurs. Il y aura certainement des chapelles politiques qui vont ressortir. Ça ne pourra même manquer ça. Mais comment? On ne peut pas éviter ça. Oui. Mais comme on dit, il faut une preuve de malhonnêteté pour attraper quelqu'un. Mais tant que quelqu'un n'a pas fauté, apparemment tout est contre lui. Mais c'est peut-être l'oiseau rare, on ne sait pas. On ne peut pas écarter quelqu'un parce qu'il est de tel bord ou tel bord. Il faut le mettre à l'épreuve. Alors, sur les 200 partis, finalement, qui ont la possibilité de choisir des gens qui vont représenter les partis au gouvernement, finalement, selon vous? Qui est qui, c'est-à-dire? Au niveau du tri, comment faire le tri réel pour avoir quand même... Parce qu'on ne parle que 25 ministres, ce n'est pas beaucoup, c'est quand même très peu. Est-ce qu'il est obligé que tous les partis soient au gouvernement? C'est pas obligé. On va repartir vers les anciens. MPP, est-ce que c'est obligé qu'on aille vers les partis même? Ah, voilà. Est-ce que même c'est obligé? Donc il faut exclure. C'est pas obligé. Donc il faut les exclure. On ne peut pas exclure. Mais du coup, on ne peut pas exclure. Attendez, vous avez deux discours là. Non. Tantôt on ne peut pas aller, tantôt on ne peut pas les exclure. On retient quoi finalement? Parce que les partis sont les partis. Les individus, les compétences, les ressources humaines dans les partis là, c'est les ressources humaines du Burkina Faso. Vous êtes sûr que quand on va prendre quelqu'un d'un parti, il va être vraiment assez autonome pour ne pas repartir? Ça dépend de la lettre de mission à exécuter. La lettre de mission est un document. Il est loyal envers le président, envers le gouvernement, envers le Burkina Faso, pas envers son parti. Vous parlez comme si vous ne connaissez pas le Burkina Faso. Ah mais j'apprends, mais qu'est-ce que je voulais que je vous donne comme réponse? Moi je suis un peu dans l'utopisme idéal. C'est-à-dire que je crois que ce sera comme ça. Je peux me tromper. Mais quelqu'un qui est nommé à un poste important, gouvernemental ou autre, il doit être loyal au président, loyal au gouvernement, loyal au Burkina Faso. Si la loyauté envers ces trois-là converge là, on ne peut pas ne pas faire du bon travail. Mais si vous devez être loyal envers votre chef de parti avant de... On vous dégage tout de suite. C'est clair là. On vous dégage tout de suite. Et ça se sait tout de suite aussi. Donc il va falloir qu'il y ait un code de bonne conduite. Nécessairement. Un acte qui va être signé par tous les ministres. C'est pour ça que moi-même, là, dans mon programme, j'avais dit que si jamais j'arrivais au pouvoir, j'allais faire comme on fait dans les pays anglo-saxons. Tout ministre doit prêter serment. Prêter serment. Le serment t'engage. Voici ce à quoi je m'engage. C'est sur la base de cela qu'on va t'évaluer. Donc il faut que le capitaine Ibrahim Traoré fasse autant pour ses ministres. Je ne sais pas. Ça peut être une recommandation de votre part. Oui, mais pour le moment, ça ne se fait pas au Burkina. Oui. Pour le moment, ça ne se fait pas. Mais c'est un régime d'exception et on sait que les régimes d'exception peuvent faire des choses que la démocratie n'arrive pas à réaliser. S'il pense que l'idée peut être bonne, ok, qu'il la mette à exécution. Ça, c'est pour ce qui est du gouvernement. Oui. Parlons à présent de l'Assemblée législative de transition. Est-ce que cet organe, pour beaucoup, ne devrait même pas exister? Est-ce que vous pensez que c'est un organe utile? Depuis Damiba, c'est qu'on supprime la LT. Ah oui. Écoutez, gouverner par ordonnance, là, c'est très efficace. Hein. La transition, faut-il le rappeler, va durer 21 mois. C'est pas beaucoup. C'est vrai. En réalité, je crois que la LT a été mise en place pour un peu donner un rubis démocratique, un peu genre, comment dirais-je, aux institutions internationales, quoi. C'est-à-dire la communauté internationale, pour dire que c'est un semblant de l'égalité. Mais j'espère que le capitaine ne va pas se faire investir président du Faso. Ah, vous ne voulez pas... Ah non! Il ne doit pas faire de cérémonie de... Non. Président du MPSR, chef de l'État, chef suprême des armées, point. C'est suffisant? Terminé. Pas de statut de président? Pas du tout.
Président du Faso, non, il n'a pas été élu. Oui. Il n'a pas été élu. Mais dans la charte de la transition, il est dit qu'il doit prêter serment devant les membres du Conseil constitutionnel. Chef de l'État, président. Oui, chef de Mais l'État. après cette prestation, on finira par l'appeler président du Faso comme Damiba. Ce serait une erreur de langage. Oui. En réalité, c'est le président. On peut l'appeler président. Président du MPSR. Président de la transition, c'est toujours président. C'est pas un problème là. Mais dites-moi, en quoi le mot président du Faso vous pose problème? Parce que pour être président du Faso, il faut être élu démocratiquement. C'est la Constitution. C'est pas moi qui le dis, c'est la Constitution. En quoi c'est important? En quoi c'était important pour Demba de se faire nommer président du Faso? Ça changeait quoi? Rien du tout. Il était déjà président de la transition, chef de l'État. Il y a quoi de plus à mettre président du Faso? Non, 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 non. Donc pas de prestation de serment pour Ibrahim Traoré? Non, de serment comme chef de l'État, oui. Mais et la cérémonie, de la transition, oui. Oui. Et la cérémonie d'investiture? Est-ce qu'il faut épargner aussi? Oui, on peut l'investir comme président de la transition, mais pas comme président du Faso. Vous voyez un peu, les mots ont leur importance. Même la prestation de serment, pendant qu'on y est, on reviendra sur la question sur la LT. Il y en a qui trouvent que c'est un souci de la démocratie. C'est-à-dire? Le fait de faire prêter serment à un putschiste devant les membres du Conseil constitutionnel, qui sont les garants, il faut le dire aussi, quand même, de la constitution du Burkina Faso. Vraiment, moi, je vous dis que je n'ai aucun souci, je n'ai aucun problème avec le fait que un président putschiste prête serment en tant que président de transition, chef de l'État. Parce que c'est un engagement qu'il prend devant le peuple. Mais c'est là où j'ai un problème, là. C'est président du Faso, là. C'est là où je ne suis pas d'accord. Tant que vous n'êtes pas élu, vous n'avez pas le droit à cette appellation-là. Okay. Ça, c'est clair. Et je pense, et j'espère que le capitaine ne va pas commettre la même erreur que Damiba. J'espère. Cette parenthèse étant fermée, revenons donc sur la LT. Oui. Est-ce que la LT n'a pas été à la hauteur des attentes de par sa composition éventuellement? C'est-à-dire, la composition, là, cette LT, là, comme j'étais contre de toute façon, j'étais contre. Mais vous avez suivi quand même comment il se comportait et autres. Dans une LT, il n'y a pas d'opposition. Est-ce qu'il y avait opposition? Parce que la LT, l'Assemblée ne vaut que par les débats contradictoires. Oui. Or, dans une Assemblée où tout le monde va dans le même sens, là, finalement, là, à quoi ça sert? Alors que, si vous permettez au capitaine Ibrahim Traoré, par exemple, de gouverner par ordonnance, là, mais il ordonne, on exécute, sur place. Mais la charte a accepté la mise en place de l'ALT. Bien sûr. Bon. Encore une fois, on ne peut pas, nul n'est parfait, on ne peut pas tout avoir. Mais on a dit que les députés n'auront pas de salaire, mais ils auront des indemnités, mais ils seront en session permanente. Ça veut dire que chaque jour, ils vont prendre des indemnités. Oui. Chaque jour. Ça fait 30 000 francs par jour, donc ça fait à peu près 900 000 francs par mois. Puis voilà, bah, c'est déjà pas mal. Hein, pour, bon. Ben, écoutez, moi, c'est eux qui ont décidé, moi je n'étais pas là-bas. Donc, bon, je constate qu'ils ont accepté ça. Pas donc, vous n'aurez pas de représentant, même si on vous disait d'amener quelqu'un pour être à l'Assemblée? Je ne sais pas. Non, mais vous avez dit que vous êtes contre. Je vais déjà. Oui, mais... Vous êtes contre. Oui. Vous devez être un homme de principe. Si vous êtes contre, oui, si demain on vous dit Do Pascal Sessouma, venez à la LT, vous n'allez pas partir. Non, moi je n'irai pas, mais je peux dire, mais j'ai une compétence qui peut aller vous aider. Ça, je peux faire ça. Donc, vous êtes contre vos propres principes alors? Pas du tout. Je peux être, écoutez, je peux dire par exemple, je suis contre le fait de prendre l'avion. Mais si la seule façon de relier Ouagadougou à Paris, c'est par l'avion, je n'ai pas le choix. J'y vais. Je ne vais pas prendre le bateau, il n'y a même pas de bateau ici. Vous comprenez, non? Il y a le principe et il y a la réalité. C'est tout. En refusant d'aller à la LT, là, c'est comme si je refusais de contribuer à quelque chose. Il y a des compétences qui peuvent se dégager pour accompagner cette transition. Mais vous-même, vous n'irez pas vous asseoir là-bas? Moi-même, non. À la LT, non. Non. Est-ce que vous avez peur qu'on mette aussi éventuellement en place un organe comme le comité d'orientation de la transition, comme ce qu'on avait connu avec Damiba, le COST? Ça, je ne savais même pas à quoi ça servait. Il venait à peine d'être installé et puis finalement le coup d'État les a remportés. Je ne savais pas à quoi il servait. Je ne sais pas. C'est pour rien. Vraiment, c'est des questions là. Ça me dérange parce que je ne sais même pas à quoi servait ce truc-là. Je ne sais pas. C'est encore un truc avec des budgets. Encore un truc. Moi là, M. Ouédraogo, je vous dis une chose. La préoccupation première, là, les déplacés internes, là. Je pense que tout ce qu'on doit poser comme acte, comme geste, là, c'est par rapport à ces gens-là. Tout ce qu'on pose de budgétif, comme acte budgétivore, là, c'est une insulte. Donc il faut prendre l'argent des futurs désignés parlementaires, parce qu'il y en a qui se font appeler députés, il y en a qui disent qu'ils ne sont pas des députés. Est-ce qu'il faut prendre cet argent-là pour donner aux déplacés internes, par exemple? Vous me direz que ce n'est pas beaucoup. C'est dans la symbolique que ça compte aussi parfois. Oui. C'est bon. C'est quand même beaucoup, on a 900 000 par mois. Si vous avez 71 par personnes... Par rapport aux 2 millions de déplacés, c'est une goutte. Mais c'est symboliquement important.
C'est ça le problème, la symbolique. C'est le signal envoyé. Est-ce que vous pensez qu'en termes de réduction du train de vie de l'État, Ibrahim Traoré gagnerait à réduire les institutions et puis revoir même jusqu'aux rémunérations des membres du gouvernement? Parce que ça avait fait débat, vous vous rappelez en son temps, avec Damiba et son équipe. J'espère qu'il va revenir à des, comment dirais-je, à des montants un peu plus raisonnables. Vous savez, dans un pays en guerre où il y a 2 millions de déplacés internes qui souffrent, qui n'ont pas le minimum là, pour survivre là, oui. Il y a des décisions quand même qu'il faut prendre avec beaucoup de tact. Donner 2 millions à un ministre, moi je trouve que c'est indécent. C'est pas que c'est illégal, mais c'est indécent. C'est ça que j'ai dit. Si lui prend cette décision de dire, ok, les ministres qui vont venir là, je vous accorde des indemnités et je vous donne un salaire fixe par exemple de 750 000 francs par mois. Celui qui veut, il vient. Celui qui ne veut pas, il reste. On a entendu des gens dire, je perds même en allant au gouvernement. Mais pourquoi ils sont allés? Oui. Très souvent, on a entendu ce mot-là qui a été prononcé, oui, c'est vrai. Pourquoi ils sont allés? Je sais pourquoi. Mais écoutez là, moi là, des gens m'ont dit, mais qu'est-ce que tu fous ici là? Les gens m'appellent du Canada. Ils disent, Pascal, c'est la guerre. Je dis, chez moi, c'est ici là. Là-bas, c'est pas chez... c'est ici. On a toujours le choix, M. Ouédraogo. On a toujours le choix de faire ou de ne pas faire quelque chose, d'accepter ou de refuser. Mais il faut que les gens assument leur choix. Ils perdent là. C'est eux qui savent pourquoi ils sont allés. N'en parlez même pas. Il ne faut pas en parler. C'est ça la différence. Vous voulez servir votre pays là. Ce n'est pas lié à des rétributions autres. Parce que c'est un engagement. Donc ceux qui sont partis là, ils n'avaient pas d'engagement. Il y en a qui ont fait cas aussi de l'humilité dans la gouvernance et qui auraient manqué sous Damiba. Est-ce que c'est le constat que vous avez fait de la part de certains membres du gouvernement, les sorties éventuellement et tout? Il y a eu beaucoup de dérapages. Hein. Il y a eu beaucoup de... Beaucoup de dérapages. Oui, il y a eu beaucoup. Vous savez, dans un pays où tout le monde se connaît, où tout le monde a une opinion sur tout là, oui. Vous ne pouvez pas dire n'importe quoi en pensant que les gens ne vont pas quand même réagir. Non, non, non. C'est... Par exemple, quand le ministre porte-parole du gouvernement est allé dire sur une radio internationale que tout va bien au Burkina, que l'armée a repris du poids de la bête. L'armée monte en puissance. Bon, immédiatement après, on a vu ce qui se passe. Je pense qu'il faut faire attention. C'est insultant aussi pour l'intelligence collective, quoi. Vous voyez. Mais il y en a qui luttent pour que certains membres du gouvernement de Damiba restent. Je ne les connais pas. Peut-être qu'ils sont compétents. Peut-être. L'ancien gouvernement de Roch, là, le gouvernement de 2 mois et quelques, là, certains disent même qu'on devrait rappeler certains ministres. Peut-être. Vous n'avez pas de problème avec ça. Pas du tout. C'est la compétence, oui. La probité, l'honnêteté et l'intégrité. C'est tout. Que vous soyez homme, femme, c'est pas ça le problème. C'est l'engagement. La loyauté, très important. La loyauté. Envers votre président, le gouvernement, est très important. J'ai souvenir du dernier discours de Damiba, oui. Après 4 mois de bilan, oui. Il le disait, on a tous failli, y compris les forces de défense et de sécurité, les acteurs politiques surtout aussi. Est-ce que vous êtes reconnu dans cette faillite collective qu'il avait dépeint sur la Bien situation sûr. Du Burkina? C'est collectif parce que, quelque part là, quand la maison brûle là, même vous qui n'avez pas... Mais vous êtes responsable parce que la flamme, les signes annonciateurs, mais chacun doit tirer sur la sonnette d'alarme. Mais comment ramener tous les Burkinabés sur le droit chemin pour qu'on parle véritablement de vivre ensemble? Nous ne parlons pas de réconciliation, mais de vivre ensemble. Honnêtement, je vais vous le dire. Oui. Il faut que l'État reconnaisse sa faute. L'État a failli. Ces déplacés internes là, l'État a failli. Tous ces morts-là, l'État a failli. L'État a le devoir de protection de tous ses enfants. Ça, c'est connu. Maintenant, qu'est-ce que c'est pas fait? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ce qu'il faut maintenant poser comme question. Il faut faire en sorte qu'il y ait une certaine la confiance oui. Entre l'État et ses enfants. Il faut poser les bases de la confiance. C'est très important. Les bases de la confiance. Pourquoi est-ce que j'entends souvent dire oui, il y a des gens au nord qui ont trahi l'État? On oublie de dire que c'est l'État aussi qui a trahi certains de ses enfants. Il faut reconnaître. La faute est à double dimension là. Si on ne reconnaît pas ça, M. Ouédraogo, ça va être très difficile. Très difficile. Mais la reconnaissance de la faute est déjà un début de solution. Très important. De l'humilité, il faut le faire. Il ne faut pas aller, oui, nous avons la force. Ce n'est pas vrai. Ça là, j'ai toujours dit, ce n'est pas par la force armée qu'on va y arriver. Donc, vous souscrivez au dialogue qui était censé ramener certains combattants à la raison? Oui, mais vous savez, le problème là, c'est que les attaques là, c'est des katibas. Vous êtes musulmans, je crois. Vous savez, les katibas, c'est des cellules de combattants. Les katibas sont indépendantes les unes des autres.
tous les musulmans ne sont pas dans cette logique. C'est important de le préciser. Voilà, exactement. Non, non. C'est pourquoi je dis la différence entre l'islam et l'islamisme. C'est très important. C'est pas pareil. Voilà. Parce que l'islam est pacifique. J'en connais tellement de musulmans qui ne cautionnent pas du tout ce qui se passe. C'est ça même qu'il faut. Parce que l'islam est pacifique. Oui. Aucune religion ne prône, qui est violent. Disons de façon pragmatique, aucune religion ne prône la violence. Ouais, voilà. Exact. Mais c'est l'islamisme qui est violent parce que l'islamisme c'est quoi? L'islam c'est quoi? C'est la religion, la pratique, la soumission à Allah et la reconnaissance du prophète comme envoyé, comme prophète. C'est tout. L'islamisme c'est quoi? C'est la domination, la soumission à leurs préceptes à eux. Il faut se soumettre à eux. Ça veut dire que leur façon de prier, leur façon de s'habiller, leur façon de porter ou non la barbe, c'est ça l'islamisme. Selon leur volonté à eux. C'est ça qui est dangereux. C'est ça qui est vraiment dangereux et à combattre. La raison pour laquelle la réconciliation, là, le vivre ensemble, là, voudra que quand tous les Burkinabés vont prendre conscience que c'est notre maison commune qui est en train de brûler si on ne fait pas attention, si on n'arrête pas ces gens-là. Vous savez, moi, j'ai beaucoup de respect pour Gandhi. Le Mahatma Gandhi, l'indépendance de l'Inde. Vous savez, il a fait quelque chose, il avait demandé quelque chose qui n'a pas été appliqué, hélas, mais qui aurait été vraiment salvateur là, de toute l'humanité. Il avait demandé l'Inde, qui est à majorité hindoue, que dans chaque famille hindoue, qu'il y ait un musulman. Que dans chaque famille musulmane, qu'il y ait un hindou. À force de vivre ensemble, de vous côtoyer, de manger ensemble, vous allez apprendre à vous connaître. Vous allez voir que les différences là, elles ne sont pas si énormes que ça. Mais malgré tout, il faut le reconnaître que la société indienne est très divisée aussi. Oui, parce qu'il y a le système des castes là-bas. Il y a les castes qui sont là, et ça, oui, ça c'est connu. Ça c'est connu dans le système indien. La partition du Pakistan. Oui, c'est ça. Le Pakistan faisait partie de l'Inde. Mais parce que ce vivre ensemble entre hindous et musulmans était devenu impossible que le Pakistan a été créé. Voilà. Alors ici au Burkina là. Comment recoller les morceaux au Burkina Faso? C'est une question de volonté individuelle et collective. Les leaders religieux ont leur partition à jouer, les leaders communautaires. Tout le monde a sa partition à jouer. Mais le problème, c'est que si vous attendez d'être motivé pour la partition, elle risque de ne jamais être jouée. Motivé? Oui, parce qu'il y a des gens qui attendent quelque chose pour faire quelque chose. Malheureusement. Il y en a qui attendent, oui, mais je gagne quoi? C'est le langage, le discours à ne pas tenir. D'abord, ta survie là. Mais c'est parce que tu vis que tu penses à l'argent. Il faut d'abord survivre. Tout ce que tu peux faire là pour sauver ton nez et le nez de ton camarade là. Faut pas vous rejoignez l'autre finalement. Qui? Celui qui a dit qu'il faut préserver son nez. Mais absolument. C'est important. C'est très important. L'instinct de survie, c'est inné à tout être humain. Alors, les Burkinabés, souvent, il y en a qui le disent, aiment la facilité, l'argent, l'argent et l'argent. Est-ce que ce n'est pas ça aussi qui a davantage fragilisé le socle social burkinabé? Vous étiez candidat à la présidentielle, vous l'avez dit, ça n'a pas été facile, le pouvoir de l'argent, vous l'avez senti sur le terrain. C'est vrai. Vous vous rappelez, lors de mon dernier passage ici, à ce même grand déballage, on avait parlé de la plutocratie. Oui. Le danger. Démocratie et plutocratie. La plutocratie, voilà. On avait parlé du danger de la plutocratie. Oui. Quand j'ai entendu dire que Eboumaf se préparait à entrer en politique, et les gens disaient, oui, mais il n'a pas le droit. Il a tous les droits, Eboumaf. Il a tous les droits. Les citoyens, du sein de tous ces droits, il a le droit. Maintenant, c'est à vous de choisir entre un programme de gouvernement, un projet de société, et puis l'argent. C'est à vous de choisir. Est-ce que si tous les acteurs économiques font irruption sur la scène politique... Mais attendez, mais M. Ouédraogo, c'est un risque que vous prenez quand vous êtes acteur économique d'entrer en politique. Vous n'avez pas le droit. Si vous échouez, vous êtes foutu. Si vous échouez, vous êtes mort. Or, pour gagner là, il va tout mettre en œuvre. Et c'est là que les erreurs, les grains de sable entrent dans le couscous. Et vous ne comprenez plus rien. Mais on a vu dans d'autres pays des hommes d'affaires qui ont réussi en politique, qui ont été des présidents. Il y a Talon à côté. Même Donald Trump aux États-Unis était un homme d'affaires. Mais vous savez, l'affaire de Talon au Bénin, c'est un cas atypique. Hein? Parce que c'est un monsieur qui a une grande culture. Oui. C'est quelqu'un qui est dans les affaires et qui a dirigé le Bénin comme une entreprise modèle en fait. Mais avec ses règles. C'est lui justement qui a le droit de grève là, est limité au Bénin. Il a réussi à faire Est-ce que vous pensez que c'est possible au Burkina? À notre pays est spécifique en la matière. Je ne crois pas que les syndicats font grève uniquement pour le plaisir de faire grève. Je pense qu'il y a toujours des raisons qui amènent les syndicats
à se rebeller, à faire grève. Mais si vous réussissez à faire en sorte qu'il n'y ait pas de grève, il n'y a pas de problème. Il faut satisfaire les conditions, oui, une bonne partie quand même des obligations. Oui, mais les syndicats ne demandent jamais des choses qui sont inacceptables. Généralement, c'est comme ça. Jamais. Ce sont les gouvernants donc qui ne sont pas responsables. Qui ne respectent pas leurs engagements. C'est ça qui se passe notamment au Burkina Faso. Vous avez signé des engagements que vous ne respectez pas. Ça ne peut pas continuer. C'est ça le problème là. Voyez. Donc, par rapport à l'argent dont vous parlez là, lors de la campagne de 2020, on a dit clairement que c'est l'argent qui est passé en première position. Dans mon propre village, ça m'a été confirmé. On a payé des gens pour voter contre moi. Dans votre propre village? Dans mon propre village. Et finalement, je leur ai dit, ok, aujourd'hui, là, on est où? Quand Nora a été attaqué le 30 juin, j'étais au Canada quand on m'a pas donné l'information. Mon village a été attaqué par les groupes terroristes. Vous voyez? Est-ce que l'argent a pu vous sauver? Ça vous a sauvé l'argent? Non. Donc, vous voyez, il faut faire attention. Donc, quand vous allez répartir, vous allez les unir pour leur dire la même chose. Mais ils sont déjà informés, ils savent. Ils ont retenu la leçon. Et je leur ai même dit qu'en campagne électorale, selon la loi, vous pouvez même prendre l'argent de quelqu'un et voter pour quelqu'un d'autre. Ils ne peuvent même pas vous poursuivre. Ah bon? Bien sûr. Que ce n'est pas ce qu'on leur a dit, hein. Évidemment, ils n'ont pas intérêt à vous dire la vérité. Vous pouvez prendre l'argent et ne pas voter pour la personne qui a donné l'argent. L'histoire du Burkina Faso est assez mouvementée. On a vu le procès d'Abo Boukari, vous l'avez suivi. Oui. Depuis toutes ces années se sont écoulées. Finalement, la justice a été rendue. Est-ce que pour vous, c'est quand même un pas important de l'histoire qui vient d'être soldée? Je n'étais plus là quand il y a eu l'assassinat d'Abo Boukari parce que vous savez, j'ai quitté le Burkina en 1984 dans des circonstances un peu rocambolesques là, mais bon, ça c'est un autre débat. Mais je suis heureux que malgré toutes ces années que le procès ait pu se tenir. Mais vous donnez l'occasion de poser une question que j'aurais aimé que les avocats posent, par exemple, aux acteurs de l'assassinat enfin, le présumé auteur de l'assassinat puisqu'il a été dit et reconnu qu'il est mort, mais on l'a emmené sur la route de Pau. Ben, j'aurais aimé qu'on pose la question. Pourquoi là-bas? Pourquoi c'est la route de Pau qu'on l'a entouré là-bas, dans le champ là-bas? Pourquoi c'est là-bas? Parce qu'il semblerait qu'il y a plus de 87 cadavres au même endroit. Sur la route de Pau? Semble-t-il. Dans la même zone? Exactement. Donc ça veut dire qu'on n'a pas encore fini avec notre passé. Mais il faudrait que ceux qui savent parlent. Il faudrait que ceux qui connaissent quelque chose parlent. Il faut qu'on vide. Qui vous a dit ça? Mais c'est un ancien adjudant de l'armée. Bref, il semblait être au courant de ça. Qui savait qu'on enterrait les gens sur la route de Pau? Bon, vous savez, c'est des choses que... Vous savez, les gens hésitent à en parler. Mais ça veut dire qu'il en a ça sur la conscience, il sait des choses. Pourquoi il m'en a parlé à moi? Il m'en a parlé comme ça, moi je sais même pas. Parce qu'on parle de Guillaume Sessouma justement. Oui. Mon oncle. Guillaume Sessouma, hein, on se rappelle, c'est l'un des cas aussi qui a été cité. C'est ça. Bon, mais voilà, bon, mais écoutez, c'est compliqué. Oui. C'est compliqué. Vous allez demander un procès à la famille? Non, puisque la famille a déjà passé une transaction avec le gouvernement pour taire l'affaire. Bon, moi je n'étais pas là, ça arrivé, c'est fini. Terminé. Vous avez réglé ça financièrement en fait? De la journée nationale du pardon, des choses comme ça. Je pense qu'ils ont donné un certain montant à la veuve. Et puis bon, je pense que c'est réglé comme ça. Mais est-ce que ça suffit? Honnêtement, il y a des questions sans réponse. Est-ce que l'argent peut compenser le volet judiciaire? Pas du tout, parce que quelque part là, quand vous avez perdu quelqu'un, vous voulez savoir dans quelles circonstances exactement ça s'est passé. Tant que vous n'avez pas cette vérité là, ben, vous la cherchez. Même en dormant, ça vous revient. Mais est-ce que l'argent n'a pas divisé la famille Sessouma finalement? À ma connaissance, non. Vous n'en avez pas fait un problème? Pas du tout. Quand la veuve a pris, vous n'avez pas discuté? Non, parce que de toute façon, je pense que la famille, elle, ne voulait pas trop tirer l'affaire. Parce que, bon, n'oubliez pas que Guillaume Sessouma était lié à Roch, comme il était lié à Blaise Compaoré. Je crois même savoir que l'un des enfants de Guillaume Sessouma a pour parrain de baptême Blaise Compaoré. Donc, vous voyez un peu comment les choses... Les accointances... Ouais, donc, je crois que la famille a préféré passer l'éponge. Je crois que ça c'est réglé. En tout cas, bon, c'est vrai, il y a des questions sans réponse, on ne sait pas. Mais c'est horrible, parce qu'on ne sait pas comment les choses sont passées, mais on se pose toujours cette question. Est-ce que vous dites que Gilbert Diendéré n'a pas encore fini de dire des choses au Burkina? Moi, honnêtement, je vous dis que j'attendrai avec impatience et j'espère avoir les mémoires de Diendéré avant de mourir. Les mémoires? Oui, parce que s'il écrit ces mémoires-là, c'est là qu'on aura une partie complète de l'histoire depuis août 83 jusqu'à nos jours. C'est quelqu'un qui en sait beaucoup sur Sankara, sur Blaise et sur tous les hommes politiques de ce pays. Ah aussi,
Raison pour laquelle, lui, comme c'est un militaire de bon ton, parfois, il donne un pan. Il dit un peu, en fait. Tout juste un peu, juste ce qu'il faut, mais le reste, il garde pour lui. Est-ce qu'à un moment donné, il va vouloir tout sortir? On ne sait pas faire les grands déballages devant vous, par exemple? J'en sais rien. Mais s'il le fait, je pense que ce serait un tremblement de terre au Burkina Faso, parce que s'il dit tout ce qu'il sait, il y a des hommes politiques là qui vont vouloir être enterrés vivants. Hein. Ah oui. Oh oui, oui, oui. Donc beaucoup ont intérêt à ce qui ne parle pas. Ben, mettons qu'il serait très déstabilisé s'il ouvrait ça pour parler de tout ce qu'il Mais sait. il a été condamné dans le dossier Thomas Sankara, dossier d'Abo Boukari. Pour une seule personne, c'est quand même trop. Vous savez, ce monsieur-là, je ne connais pas bien. Hein. J'ai eu à travailler avec lui quelques fois au moment du sommet de la francophonie pour les montgolfières que j'ai fait venir du Canada. Curieusement, j'ai trouvé un monsieur très, très affable, très disponible. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi je n'ai jamais de difficulté à travailler avec, à le joindre d'abord et à travailler avec lui. Donc, en fait, il y a triple dimension à cet homme-là. Hein. Il y a l'homme affable, il y a l'homme militaire dur, il y a l'homme... Je ne sais pas. Moi, je ne peux pas en parler, mais de ce côté que je connais de lui, je n'ai rien contre lui par rapport à ça. Voilà qui est clair. Je voudrais vous entendre. La transition va durer 21 mois avant le retour à l'ordre constitutionnel. Est-ce que vous croyez qu'en juillet 2024, on aura un président démocratiquement élu au Burkina Faso? Je vais vous dire une chose, M. Ouedraogo. Si on respecte ce timing, si le MPSR 2 réussit en 21 mois à organiser des élections propres, transparentes, équitables, je vous le garantis, je vous dis juste pour ça, moi j'aurais dit que ce coup d'État était nécessaire pour le Burkina Faso. Juste pour ça? Juste pour ça, moi. Oui. Vous savez, moi j'ai connu la première élection vraiment démocratique de ce pays-là en 1978. J'avais 21 ans. Ah oui, le ballottage... J'ai vécu ça la première fois de ma vie, le ballottage entre Lamizana et Makel Ouedraogo. C'est ça. Mais on n'a jamais vu ça, organisé par un colonel. Je ne vais jamais oublier ça. Le président Jimmy Carter a envoyé son émissaire pour féliciter le colonel parce qu'il a réussi à faire une élection vraiment propre. On n'a jamais connu ça après. Depuis lors, plus jamais. Plus jamais. Toutes les élections étaient... Oh, vous savez, hein, les scores sont connus même avant même d'aller aux urnes. donc c'est les laboratoires qui fabriquent les résultats. Mettons, il paraît que les élections de 2020, là, il y a une équipe qui serait venue de Moldavie, paraît-il. Paraît-il. Il n'y a pas eu de comptage manuel. Or, la Constitution dit quoi? Pour voter l'élection, il faut comptage électronique et manuel. Il n'y a jamais eu manuel. On dira que c'est le candidat malheureux qui... Ah, mais c'est ça. Mais le problème, c'est ça. Vous savez, il y a des scores qu'on donne de façon arbitraire. Là, genre, oh, bon, lui, on peut lui donner 2%. Lui, bon, psychologiquement, on donne 13%. Ah, vous reconnaissez dans ça? Ah oui, mais je l'ai dénoncé. Oui, mais est-ce que vous-même, quand vous arrivez, vous étiez sûr que vous n'allez pas avoir mieux que ça, certainement? Mais qui le sait? Moi, mais j'ai appris que des gens m'ont voté pour moi en pensant qu'ils votaient pour Roch. Ah bon? Oui, parce que j'étais le premier sur la liste. Ce sont des arguments qui ne peuvent pas être... Parce qu'ils ont dit que... Si donc vous ressemblez à Roch alors, finalement. Est-ce que vous avez cru en non, attendez. Non, ils ont leur explication. Ils ont dit, pour eux, dans leur imaginaire, là, dans les campagnes, là, ça ne peut être que Roch le premier sur la liste. Ça ne peut être que lui. Et ils sont allés voter pour vous. Ils ont fait là-bas comme ça. Paraît-il. Mais évidemment, ça a été autre chose. C'est ce que j'entends. Écoute, il n'y a pas de preuve là. Alors, donc, 2024, vous y croyez? Élection? Oui. Je l'espère. Je l'espère. Je l'espère de toutes mes forces. Ouais. On est pratiquement en fin d'émission. Je voudrais vous entendre sur un mot. Oui. Cette jeunesse qui est sortie le 30 septembre 2022, il y en a qui parlent de troisième insurrection. 66, Maurice a été chassé. 2014, Blaise chassé. 2022, Damiba chassé. Est-ce qu'il faut avoir peur de cette jeunesse? Est-ce que le Burkina est ingouvernable finalement? C'est un couteau à double tranchant. Ouais. Attention au populisme. Oui. On ne gouverne pas par la rue. Ni par la pression de la rue, ni par les arguments de la rue. Il faut faire attention. Parce qu'au fond, ce qui s'est passé avec l'arrivée de Traoré au pouvoir, là, c'est bien que la jeunesse se soit mobilisée pour réclamer son dû, en fait. Valoir ses droits. Mais ce qui s'est passé à l'ambassade de France, au centre culturel, c'est inacceptable. Inacceptable. Je le dis avec force et fermeté. Que ça ne se reproduise plus jamais. Moi, j'ai dit, on n'a rien contre des nouveaux partenaires. Russie, République tchèque. Même la Corée du Nord qui nous avait aidé de par le passé, la Libye et autres. Notre pays doit s'ouvrir à tout le monde. Ça, je ne ferme aucune porte. On n'a pas le droit de fermer des portes. Les portes doivent s'ajouter à celles qui sont déjà ouvertes. Maintenant,
Si une porte vient, quelqu'un, un partenaire vient, et qu'un ancien partenaire dit qu'il ne peut pas travailler avec celui-là, toi, tu es libre de t'en aller. Mais ce n'est pas nous qui t'avons chassé, toi qui es parti. Nous, ce qui s'est passé à l'ambassade de France, au centre culturel, c'est inacceptable. Et j'ai dit aux jeunes, vous êtes sortis soutenir le jeune capitaine Ibrahim Traoré là. Il ne faut pas vous dédire demain. Il ne faut pas parce qu'il y a eu ceci, cela. Ah non, non, non. Oui. Quand on a des principes, on va jusqu'au bout de ces principes-là. Ce n'est pas demain, là, dans une semaine, dans un mois, dans 2 mois qu'il va arrêter ça, cette guerre terroriste-là. Il faut lui donner du temps. Il faut le soutenir jusqu'à ce qu'on puisse avoir des résultats. Il faut le soutenir. C'est vous qui avez demandé ça. Dieu vous l'a donné. Mais écoutez, c'est votre pouvoir. Il faut l'aider. C'est grâce au fait justement qu'il a levé le couvre-feu. Juste à temps qu'il a pu éviter le pire. Parce que la jeunesse est sortie pour faire comme barrage à éventuel coup de force du clan d'Amiba. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que vous allez reculer. Voilà qui est bien dit. Merci à vous, Do Pascal Sessouma. C'est moi qui vous remercie. Merci d'avoir accepté l'invitation de Burkina Info. Prochain candidat en 2024, hein? Seul Dieu le sait. Donc, vous n'avez pas pour le moment... Seul Dieu le sait. Que Dieu nous donne donc la santé Amen. Et la longévité. Amen. Le reste, on verra plus tard. Merci Amen. à vous. Merci. Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, ainsi prend fin ce rendez-vous. On se dit à la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bonsoir chez vous.